Bonsoir, bon dimanche. Heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Face à l'actu, vous savez, c'est la rétrospective de l'actualité de la semaine, commentée par l'invité en studio. Ce dimanche, nous parlerons beaucoup de pétrole, presque essentiellement de pétrole d'ailleurs. Vous le savez, le 31 mai 2019, la Sonara, la Société nationale de raffinage, a connu un drame. Un incendie qui a vu partir en fumée 4 des unités de cette entreprise et depuis, l'entreprise connaît des difficultés. Le gouvernement et quelques partenaires se sont donc mobilisés pour apporter du leur dans la reconstruction, restructuration, refinancement, recapitalisation. Avec l'expert ce soir, on saura exactement de quoi il est question, pour donc relancer cette compagnie. Dans le cadre de cette entreprise, donc le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, à Yaoundé le 15 octobre dernier, a, au cours d'une cérémonie, officialisé un plan de remboursement d'une dette de 261,4 milliards de francs CFA due par la société à un groupe de 9 banques locales. Ce montant regroupe à la fois le principal, qui est de 253 milliards, et puis des intérêts. Pour le ministre des Finances, il est davantage question de procéder à un processus, si je me suis redit, excusez-moi, de désendettement par consolidation de rééchelonnement des dettes échues et impayées sur le long terme à des conditions financières favorables, grâce au confort apporté par l'État du Cameroun. Voilà en quelques mots l'essentiel de ce qui sera dit ce soir dans le cadre de cette émission. Avec, je l'ai dit, l'invité de ce dimanche, il est un expert sur ces questions-là, un expert des questions de finances. D'ailleurs, ancien directeur financier de la Société nationale de raffinage du Cameroun. Je me retrouve rapidement sur ma note. Il est donc en studio ce soir, le docteur Djikoumé, pour évoquer ces questions-là avec nous, pour évidemment en comprendre les contours. Docteur Albert Djikoumé, je l'ai donc dit, il est un expert sur les questions pétrolières, enseignant par ailleurs. Il a été directeur financier à la Sonara. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur le député. Merci infiniment d'être venu ce soir pour nous parler de cette actualité-là. Je vous remercie également de me donner l'occasion d'apporter les éclaircissements qui sont à mon niveau. Et je dis également bonsoir à vos millions de téléspectateurs de ce jour. Alors, disons que, avant peut-être d'évoquer cette question autour de la problématique de la Sonara, vous êtes un cadre, vous avez terminé cadre à la Sonara. Oui. Alors, comment vous y entrez? Quelles sont vos fonctions? Quelles sont vos tâches, votre quotidien, pour comprendre un peu le contact que vous avez avec l'entreprise? Ok, disons que je suis arrivé à la Sonara en août 2000, sous le feu Bernard Reding. D'accord. À l'époque, c'était M. Bernard Reding qui était donc DG. Il avait organisé un recrutement à travers ADRH. Donc, ce n'était pas un recrutement de fantaisie. Ça a été un test sérieux. J'ai été recruté pour être cadre simple. Donc, quand je suis arrivé, compte tenu de mes connaissances en fiscalité, pendant les 4 premiers mois, j'ai été pratiquement cadre fiscaliste, à côté des autres tâches comptables que je pouvais faire, parce que j'étais cadre à la direction financière. Et 4 mois après, donc, j'ai été titularisé au poste de chef service de la comptabilité. Okay. Le poste de directeur financier à l'époque était occupé par Total. Donc, Total avait le poste de directeur général adjoint, directeur financier, directeur de la maintenance. Ça s'appelait à l'époque direction d'entretien, donc c'était DENT entre parenthèses, donc, et directeur de l'exploitation. Donc je deviens donc chef service de la comptabilité. Il y avait un poste de chef directeur financier adjoint qui généralement était réservé aux Camerounais, mais sous feu Bernard Reding, il avait dit qu'il vaut mieux ne même pas guetter ce poste-là, que c'était très compliqué. Et ça, en fait, il me l'avait dit parce qu'il appréciait beaucoup mon travail et voulait me récompenser. Mais dans la récompense qu'il voulait faire, donc, il m'avait déjà précisé que je choisisse tout sauf ce poste. D'accord. Et vous a expliqué pourquoi? Enfin, non, il m'a seulement dit que c'était très compliqué. Et ça, j'ai compris. L'essentiel pour moi, c'était de lui apporter satisfaction dans l'exécution de mes tâches. Ce n'est pas en tant que directeur financier adjoint ou en tant que chef service de la comptabilité que ça devait se faire, mais pas la qualité de travail. Absolument. Et d'ailleurs, je pense que pendant que j'étais chef service de la comptabilité, je faisais l'essentiel du travail du directeur financier de Total qui était là. Okay. Parfois, j'allais jusqu'à la rédaction de la note qui devait lier au conseil d'administration.
Ce qui n'est pas donné, parce que dans le monde professionnel, il y a beaucoup de coups bas. On ne peut pas toujours faire confiance à quelqu'un jusqu'à ce niveau. Donc après un certain nombre d'années, après 2 ans, M. Bernard Ding est décédé. Il a été remplacé par M. Metouk qui est arrivé. Oui. Donc j'étais toujours chef service de la comptabilité. Après, il y a eu une révision de l'organigramme de la gestion financière, parce qu'à l'époque, ça comportait 3 services. Service comptabilité, service contrôle de gestion et service finance trésorerie. Donc le service contrôle de gestion et le service comptabilité ont fusionné en un. Et il est donc resté 2 services, service comptabilité et service finance trésorerie. Donc je me suis retrouvé chef de ce super service-là, mais sans aucun changement, ni dans l'écrêtement, ni dans l'appellation. Juste la fonction. Juste la fonction. Enfin, juste les occupations. Parce que l'appellation était la même, chef service de la comptabilité. Mais le contenu avait complètement changé. Et puis après, il y a eu des modifications dans les appellations. Quand on passait cadre de 11e catégorie, on était à l'époque de M. Metouk responsable de service. Donc par la suite, je suis devenu responsable de service comptabilité parce que j'étais passé en 11e catégorie. Et après un certain nombre de temps, après, disons en début 2009, Total est parti parce qu'à un certain moment, le Cameroun avait décidé de lancer le projet de modernisation, d'extension de modernisation de la raffinerie. C'est un projet qui devait permettre à la Sonara de traiter le pétrole brut d'origine camerounaise parce que le spectre de la Sonara ne lui permet pas de le traiter sans faire des pertes énormes. S'il faut traiter le pétrole brut d'origine camerounaise, dans les conditions actuelles, dans les conditions de cette époque-là, c'était des pertes de l'ordre de 45% sur ce pétrole brut. Donc il fallait revoir la structure, les capacités, déjà pour que ce soit viable, parce qu'il y a un minimum de capacité pour qu'une raffinerie soit viable. Et donc il fallait revoir tout ça dans ce projet. Et ça fait donc, Total était contre ce projet. Total avait donc dit, le jour où on confirme qu'on se lance dans ce projet, ils partent. Dès qu'on a confirmé qu'on le fait, Total a déposé son préavis. Et en février 2009, le préavis était arrivé à terme et il est parti. Donc le poste de directeur financier était resté vacant. Mais il y a eu beaucoup de troubles à ce niveau-là parce que... Seulement l'enjeu était important. C'était un poste qui était trop convoité. Convoité pas parce que ceux qui le convoitaient voulaient travailler, mais c'est parce que derrière ce poste-là, les gens voient beaucoup plus leurs intérêts personnels, mais pas le travail. Donc, par la force des choses, j'ai quand même été nommé directeur financier en 2011. Et en 2013, M. Metouk est parti, il a été remplacé par M. Talba, qui lui aussi, bon, il a modifié un peu l'organigramme parce que la gestion financière est donc devenue gestion financière et comptable. Et sur ces premières modifications, j'ai été titularisé au poste de directeur financier et comptable. Mais ce n'était pas facile non plus, c'était toujours houleux parce que c'est un poste qui est toujours convoité. Absolument. Et comme je vous dis, pas parce qu'on veut travailler, mais parce qu'on a d'autres visées. Absolument. Donc, et en réalité, ma personne dérangeait parce que je ne suis pas toujours malléable. Et les patrons n'aiment pas les directeurs financiers qui ne sont pas malléables. Absolument. Donc là, je suis resté directeur financier et comptable à ce moment-là. Et depuis, en 2016, je suis passé conseiller technique. Donc je suis resté conseiller technique jusqu'en 2019 où j'ai commencé à être plutôt consultant à la Sonara. Consultant extérieur ou... Consultant extérieur. Okay. Donc je n'étais plus salarié parce qu'il y a eu un nouveau DG en début 2019. Ouais. Et quelques temps après, il y a eu l'incendie. J'avoue que c'est le seul DG qui voulait de moi comme directeur financier, mais moi, je ne voulais pas. J'avais déjà vu les risques qu'il y a à ce poste-là. Et malgré tout son souhait de me voir revenir à ce poste, je lui ai dit non, je ne pouvais pas. À l'époque, je lui ai proposé de choisir quelqu'un que je devais former pour pouvoir bien gérer le poste. Mais quand l'incendie est survenu en mai 2019, il m'a dit, bon, là maintenant, même s'il me propose quelqu'un, le temps que cette personne prenne la main, il sera trop tard, il fallait que j'assure l'intérim. Donc, j'ai accepté malgré moi d'assurer l'intérim que j'ai laissé donc en fin septembre 2019 pour devenir après consultant. D'accord. Je voudrais rappeler que vous êtes titulaire d'un doctorat en droit de l'Université Paris-Panthéon 1 Sorbonne. Oui. Vous avez donc comme spécialisation fiscalité pétrolière. Hein? Oui, les États membres de la CEMAC. Ok, vous êtes également intervenant
animateur et consultant auprès de diverses institutions sur les questions liées à la fiscalité et à l'orientation des politiques fiscales, Oui. aussi bien à l'intérieur qu'à À l'international. Je l'ai dit, vous êtes enseignant à l'université, enseignant des universités dans tous les cas, et voilà. Cela dit, vous avez traversé quand même cette vilaine vague également, hein. Vous avez connu cette mauvaise passe, par exemple, qui a emporté l'ancien directeur général Charles Metouk du côté des tribunaux, le tribunal criminel spécial. Oui. Vous l'avez vécu? Je l'ai vécu, moi aussi j'ai été au TCS. Au début, j'ai été d'abord témoin. Après, je suis passé, dans une première affaire, je suis passé de témoin à inculpé. Okay. Et puis, le tribunal a estimé que il n'y avait pas de reproche particulier à me faire et j'ai été acquitté à ce niveau. Il y a une deuxième affaire, je suis revenu dans une deuxième affaire, toujours TCS, où on m'a encore acquitté. Bon, avant ça, j'ai eu des affaires à la police judiciaire, à la gendarmerie, où je m'en suis toujours sorti. Donc vous comprenez pourquoi je ne voulais pas revenir à la direction financière quand le dernier DG... J'imagine bien, d'accord. Cela dit, je voudrais vous inviter peut-être, ce n'est pas forcément un reportage de cette semaine, puisque c'était le 15 octobre, exceptionnellement, puisqu'on parle de cette question, nous avons choisi un reportage de revenir sur cette signature, l'officialisation du remboursement de la dette par le ministre des Finances et des banques partenaires, UBA, CCA et puis Afriland First Bank. La cérémonie s'est donc déroulée à Yaoundé le 15 octobre. Prenons déjà ce reportage et puis on revient derrière, entrer dans le sujet. Cette signature de convention marque d'une pierre blanche le processus de relance de la Sonara, car ces signatures engagent également la restructuration et le remboursement de la dette bancaire de la Société nationale de raffinage d'un montant de 261 milliards de francs CFA. UBA is a co-arranger in the restructuring. Actually, UBA est co-partenaire de cette restructuration, pour ne pas dire le principal acteur de cet engagement, en collaboration avec Afriland First Bank et la CCA. La raison est simple, UBA est l'un des plus gros investisseurs de la Sonara. Pour preuve, 40% de la dette de l'entreprise dont les banques est enregistrée. Imaginez-vous donc, sur les 7 banques ici présentes, UBA seul a accordé une dette de 40% à la Sonara. Cela est assez significatif. Rappelons que le 31 mai 2018, un incendie a ravagé une bonne partie de la Sonara et a occasionné l'arrêt de l'activité du raffinage et limité les capacités de l'entreprise à honorer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires financiers et de l'administration fiscale. Pour rappel, vous savez bien, au regard de l'importance des engagements de Sonara, que ce qui est arrivé était susceptible de créer une crise systémique dans le système bancaire. Crise systémique veut dire que les banques seraient en position de provisionner toutes ces créances. Qui dit provision de créances dit réduction des fonds propres des banques, donc réduction de la capacité des banques à intervenir sur le marché bancaire et donc des pertes. C'est dans ce contexte que le président de la République avait alors instruit de mener des négociations avec les divers créanciers de la Sonara en vue de la restructuration de cette entreprise. Les partenaires de la Sonara et nos partenaires au développement étaient dans l'expectative, le pays tout entier voulait savoir ce qui va arriver pour l'approvisionnement du pays en produits pétroliers et en ce qui concerne l'énorme dette de la Sonara. Comme le ministre l'a indiqué, nous avons donc négocié avec les banques un nouvel échéancier de remboursement qui est allé sur 10 ans et ainsi que le montant de la dette qui a été arrêté à 261 milliards. Le ministre des Finances se réjouit de ce nouveau partenariat. Permettez-moi d'entrer de jeu de dire aux banques créancières de la Sonara que le gouvernement a apprécié à sa juste valeur la confiance qu'elles ont accordée à l'État du Cameroun. Vous avez adhéré aux mesures et dispositifs décidés par le président de la République, son Excellence M. Koukia, dans le cadre de la restructuration de la dette. Aujourd'hui, ensemble, grâce à la bonne implémentation des mesures, nous venons de sauvegarder la Sonara et le système bancaire national, voire sous-régional, qui était exposé à un fort risque systémique. Un nouveau souffle financier vient donc ainsi d'être injecté à la Société nationale de raffinage. On attend juste de voir les fruits que cet engagement portera.
Voilà donc ce qu'on peut en dire. Mais avant peut-être de rentrer sur cette question purement financière, certainement qu'en interne, indépendamment de toutes les enquêtes administratives, policières, pour les assurances, toutes les enquêtes qui ont pu être faites, je vous dis qu'en interne, quand même, vous avez fait l'autocritique de cet incendie. Aujourd'hui, vous vous dites, qu'est-ce qui peut véritablement être à l'origine? On sait qu'il y a eu beaucoup de coupures de courant. En fait, ce soir-là, c'est ce qu'on a eu dire. Évidemment, d'aucuns, à un moment donné, ont soupçonné ou alors pensé que c'était des mains malsaines qui voulaient, évidemment, au lendemain du départ de Total, parce que c'était la même année, faire payer cher à la Sonara deux ou trois petites vilaineries. Bref, vous, de l'intérieur, aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à propos de cet incendie? Disons, en réalité, j'avoue que j'aurais bien voulu commencer à situer la Sonara dans son cadre général, avant même d'arriver à ce problème d'incendie. Allons-y donc. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne comprennent même pas ce que c'est que la Sonara, quel est son rôle, comment ça fonctionne. Donc, disons que la Sonara a été créée par un décret de mars 1974. Donc, c'est une raffinerie de type topping reforming. Cela veut dire que c'est une raffinerie du pauvre qui est faite pour traiter un type de pétrole brut, un seul type de pétrole brut à la fois. Et là, la Sonara a été faite pour traiter le pétrole brut d'origine nigérienne. Donc, le Okure, le Bonny Light, mais pas le pétrole brut d'origine camerounaise. Et c'est une des raisons que je vous disais tout à l'heure qu'on a lancé ce projet, parce qu'il fallait pouvoir traiter le pétrole brut d'origine camerounaise et contribuer donc à l'amélioration de la balance commerciale du Cameroun par cette même opération. Donc, dans son traitement courant, la Sonara achète donc du pétrole brut sur le marché international, aux cours internationaux, qu'elle transforme en produits pétroliers raffinés. Ces produits pétroliers raffinés sont vendus sur le marché national, sur le marché sous-régional, la CEMAC, et sur le marché international pour certains de ces produits. Et les prix à l'international sont fixés sur la base du prix parité import. C'est un prix international sur lequel on ajoute une prime. Sur le marché national, les prix sont fixés sur la base d'une formule de prix sortie raffinerie qui est fixée par le gouvernement en l'absence de la Sonara. Et la structure des prix à la pompe, pour ceux qui vont donc acheter ces produits à la pompe, elle est fixée par la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, qu'on appelle couramment CSPH. Donc voilà ceux qui interviennent dans la formation des prix des produits pétroliers. La Sonara même y est pratiquement impuissante. Donc voilà à peu près. Et il faut dire que la Sonara, depuis la loi de décembre 1976, fonctionnait suivant le régime de l'usine exercée. Le régime de l'usine exercée donne une certaine extraterritorialité dans les activités. Donc tout rentre dans la raffinerie en suspension des droits et taxes. Par contre, lorsqu'il y avait la mise à la consommation des produits raffinés, on décidait donc sur quel produit on allait appliquer quel type d'impôt. C'était sélectif. Ça permettait que certains produits qui sont socialement exonérés ne puissent pas être surtaxés et que les importations et les exportations également ne soient pas taxées à tort parce que les droits de douane seraient rentrés dans les opérations de traitement. Donc voilà à peu près situer les activités. Je ne vais pas revenir sur le projet parce qu'on en a parlé en introduction. Donc ça ne sert plus à rien de revenir là-dessus, mais c'est un projet qui a été fait sur la base d'un business plan précis. Le business plan était assis sur le protocole d'établissement des prix qui existait à l'époque et suivant un environnement fiscal qui était stabilisé. Ces petits détails-là sont importants pour comprendre après un certain nombre de problèmes qui auront créé à l'origine de l'endettement. Donc, pour revenir à votre question sur l'incendie, il faut dire qu'en réalité, les enquêtes, on n'a pas encore vu le rapport officiel de l'enquête, mais disons que j'ai été à un moment avant que la commission d'enquête judiciaire ne démarre, j'avais été en interne responsable de faire le point d'un certain nombre de problèmes découlant de cet incendie. Mais ce que je peux dire à mon niveau, c'est que c'est une somme de plusieurs problèmes que la société a accumulés entre 2013 et 2018 qui aboutissent à cet incendie-là.
C'est aussi risqué de rentrer dans certains détails parce que vous savez que les assureurs sont réticents pour indemniser la Sonara sur ce sinistre-là. Donc, il faudrait éviter que dans mes propos, ils puissent s'appuyer sur telle ou telle chose pour dire que l'ancien directeur financier a dit ceci. Donc, voilà, on ne peut pas continuer. Tout compte fait, vous rassurez quand même l'opinion parce que ça également, c'est une information qui a filtré que l'entreprise, ou du moins les unités attaquées, étaient assurées. Oui, c'était assuré. D'accord, il n'y a pas de... Alors, autre chose quand même, il y avait un dispositif électrique, vous ne voulez peut-être pas rentrer dedans, disons que... qui suppléait en cas de coupure le système énergie par Eneo. Mais ce dispositif a semblé... À l'époque, il y avait des groupes électrogènes qui devaient suppléer régulièrement. Donc, après un certain temps, je crois que les groupes n'ont pas été entretenus comme il se devait. On a loué d'autres groupes. Le directeur là maintenant de l'époque avait proposé la location d'un certain nombre de groupes qui étaient là et qui apparemment avaient aussi eu quelques problèmes. D'accord. Donc tout cela fait partie des mauvaises pratiques qui ont abouti qui ont favorisé l'incendie. Ok. Venons-en à la question de la dette. Oui. Peut-on parler de sa nature, de ses origines, peut-être pour comprendre de là où on vient? Ok, disons que la dette de la Sonara, elle est en même temps commerciale, elle est financière, elle est fiscale. Elle est commerciale parce que elle découle en quelque sorte du cycle approvisionnement, transformation, commercialisation des produits pétroliers raffinés. Approvisionnement en brut ou en produits pétroliers. Excusez-moi, quand je dis brut, c'est notre façon de dire pétrole brut. Parce que dans le langage, on n'aime pas dire pétrole brut. Oui, on dit le brut. Donc, chaque fois que je dirais le brut, en fait, je sous-entends pétrole brut. Absolument. Donc, il y a donc une dette commerciale qui est rattachée à ce cycle-là. Achat de pétrole brut ou achat de produits finis. En fait, à l'activité normale. Oui. Il y a la dette financière qui, elle, est liée au financement en partie du projet d'investissement. Donc, c'est lié à l'investissement en partie. Et c'est aussi lié en partie au financement de l'exploitation. Parce qu'après un certain temps, on va le voir, il y a eu un certain nombre de problèmes qui font que même l'exploitation, pour tenir l'exploitation, il fallait les concours bancaires. Parfois, il a fallu certains concours qui ont été détournés en quelque sorte de leur objet pour que la raffinerie puisse continuer de tourner. Et il y a également donc la dette fiscale. Mais la dette fiscale, elle, on peut dire qu'elle découle un peu de quelques errements de la direction financière à l'époque. Parce qu'en 2017, notamment, la direction financière était allée valider une dette fiscale imaginaire qui puisait des éléments de 2004, 2005, 2007, 2011. Donc, quand on va choisir des éléments de 2004, 2007, 2011 en 2017, ça fait un peu problème par rapport aux règles même de la fiscalité et par rapport même l'orthodoxie. Même par rapport aux éléments réels même qui constitueraient cette dette. Donc il y avait un flou, on ne sait pas trop ce qui a motivé la direction financière à l'époque pour valider ces éléments-là. Donc ça, pour cette dette fiscale, donc, il faudra qu'elle fasse l'objet d'un certain... Enfin, pas un audit en tant que tel, mais une revue générale. Parce que quand on dit audit, on va voir un cabinet qui arrive. Bon, tout ça, c'est des pertes d'argent. Il faut mieux l'étudier, en comprendre ses origines, ses sources, ses limites, et peut-être savoir comment... En sortant tous les documents pour voir si elle est justifiée ou pas. Mais enfin, si je le dis, c'est qu'il y a une bonne partie qui n'est pas justifiée, qui n'a même pas de raison d'être. Donc celle-là, il faudrait la revoir avant de la restructurer. Donc les dettes qui sont sûres qu'on peut restructurer, c'est la dette commerciale, la dette bancaire. Mais maintenant, là, c'est à peu près la nature. Les origines, il faut dire que les origines de cette dette-là sont lointaines. Donc, il y a une origine qui tient compte de la gestion des manques à gagner. Je vais expliquer ce que c'est que le manque à gagner. Et il y a une autre origine qui découle des problèmes de management qu'il y a eu dans la société à partir de ces problèmes de trésorerie. Donc, le manque à gagner, c'est en quelque sorte une subvention. Ça a été créé par la CSPH en 2000. C'est une subvention que l'État accorde aux consommateurs de produits pétroliers. Donc, chaque fois que vous achetez un litre de produits de super, de gazole, de pétrole lampant, l'État vous accorde une subvention
qui allait à un moment jusqu'à 40% de la valeur du produit. Donc cette subvention-là, normalement, devait être gérée par la CSPH. Mais sa gestion a été subtilement placée sous la SONARA. Donc c'est la SONARA qui s'est retrouvée porteuse de ce gros problème, parce que ça a été un gros problème. Et il fallait donc tous les mois faire le point entre la subvention au litre, qu'il fallait multiplier par le nombre de litres vendus. Ça se faisait dans une commission. Et une fois que c'était validé, il y avait des PV qui certifiaient le montant du manque à gagner que la SONARA supportait. Parce qu'il faut dire que c'est la SONARA qui supportait ça au départ. Et ensuite, l'État devait rembourser. Donc, à travers des transferts budgétaires. Jusqu'en 2007, les remboursements se sont faits de manière à peu près équitable. Et puis, en 2008, il y a un nouveau ministre des Finances qui a estimé qu'il ne comprend rien dans ce mécanisme. Pourtant, il n'était pas étranger au ministère des Finances. À l'époque, il était ministre délégué. Mais quand il est passé ministre titulaire, il a estimé qu'il ne comprend rien à ce mécanisme et qu'il fallait... C'est quel ministre? Bon, est-ce que le nom est important? Alors, allons-y. Donc, ça fait donc qu'il a gelé les remboursements du manque à gagner. Donc, la SONARA supportait les manques à gagner, mais n'avait pas la trésorerie en retour. En 2007, le solde de manque à gagner impayé était par exemple de 14 milliards. En 2008-2009, il passe à 93 milliards, 98 milliards. En 2012, il monte carrément à 360 milliards. Et en 2014, on était à l'ordre de 450 milliards de manque à gagner. Donc, et ça, quand vous regardez ce solde de manque à gagner, ça correspond à peu près à 110% du solde des fournisseurs de pétrole brut. Donc, le solde de manque à gagner impayé était supérieur au solde des fournisseurs de pétrole brut. Ça explique donc que si ces manques à gagner avaient été payés à temps, les soldes de fournisseurs bruts se seraient certainement retrouvés un peu plus bas. Et ça aurait généré moins d'intérêt, ça aurait généré moins de tensions de trésorerie aussi. Mais comme ça n'avait pas été payé à ce niveau-là, les soldes des fournisseurs, les fournisseurs de pétrole brut qui étaient payés normalement entre 60, 90 et 120 jours, suivant le cas, se sont retrouvés en train de passer parfois à 180 jours jusqu'en 2013. Parce que jusqu'en 2013, on continuait de payer, mais avec un retard. On s'arrangeait tous pour que une facture d'un fournisseur de pétrole brut ne déborde pas 180 jours. 180 jours, c'est déjà 6 mois. Or, le plafond, jusque-là, c'était 120 jours, donc 4 mois au maximum. Il faut dire qu'à cette période-là, la SONARA s'approvisionnait en open credit. Open credit, cela veut dire que vous achetez à crédit. C'est contre remise d'un paiement undertaking. C'est juste une lettre d'engagement qui dit que je prends les produits de telle quantité pour telle valeur que je payerai à telle échéance. Sans aucune complication, il n'y a pas de garantie financière. Donc voilà comment ça a fonctionné jusqu'en 2013. Et donc, ça, c'est donc le premier problème de trésorerie auquel il y aura plus tard un problème de management. Parce que le problème de management qui s'est posé à partir de 2013, c'est que la nouvelle direction générale en décembre 2013 décide donc qu'on n'achète plus les produits, que ce soit le brut ou les produits pétroliers, on ne les achète plus en open credit, on va les acheter en lettre de crédit révocable et confirmée. Ça a un coût et ça a un certain nombre de conséquences. Donc quand on achète par lettre de crédit, il faut constituer une provision au départ. Donc, ça fait donc que tout le peu de trésorerie qui restait, après une bonne partie bloquée par les manques à gagner, devait servir déjà à mettre en place les provisions pour mise en place de lettres de crédit. Ça fait qu'à partir de ce moment, on ne pouvait plus payer les fournisseurs de pétrole brut qui avaient livré en open credit et qui attendaient d'être payés. Donc, les soldes de ces fournisseurs depuis décembre 2013 ont pratiquement été gelés. Et ça court, une bonne partie court encore jusqu'à aujourd'hui et rentre dans ce qu'on appelle la dette commerciale. Parce qu'en dehors de cela, il y a d'autres, les achats de pétrole brut et les achats de produits finis raffinés en importation qui ont des soldes impayés, qui constituent ce montant d'à peu près 507 milliards à la dette commerciale. Absolument. Donc, là, ça c'est une des causes. Maintenant, en dehors de la cause de trésorerie, en disant que pour résoudre le problème de trésorerie que l'État a créé avec le manque à gagner, il a donc engagé en fin 2010
un certain nombre de mesures qui étaient controversées, parce qu'il faut avouer que ça a été contesté par plusieurs représentants, sauf la CSPH et la Direction générale des douanes, qui ont validé les mesures. Et là, il s'agit effectivement des restructurations antérieures causées dues par cette dette-là. Oui, puisque la dette a commencé donc avec les problèmes de trésorerie créés en 2010. 2008, 2009, 2010. Cette accumulation de manque à gagner, c'est ça qui est à l'origine de la dette, déjà la dette commerciale. D'accord. Maintenant, en 2010, donc, quand l'État décide de prendre un certain nombre de mesures controversées, on les a critiquées, mais ces mesures ont quand même été prises. Il fallait néanmoins qu'elles soient validées parce qu'elles passent par une loi de finances. Et il était tard pour que ça passe dans la loi de finances de 2011. On a donc attendu la loi de finances de l'exercice 2012. Là, ces mesures sont passées, notamment, c'était le déclassement de la raffinerie du régime de l'usine exercée vers le régime de droit commun. C'est-à-dire ? Donc, cela veut dire que le système de la suspension des droits et taxes à l'entrée qui était appliqué dans l'usine exercée était laissé de côté. La raffinerie devait fonctionner comme une entreprise de commerce général qui importe et qui exporte, qui paye ses droits de douane à l'entrée et essaye de les récupérer à la sortie. Or, dans le principe du raffinage, ce n'est pas possible. Même dans le monde entier, il n'y avait pas de raffinerie qui fonctionnait dans le régime de droit commun. Tout était dans le régime suspensif. Donc ça fait que ça, la douane qui a proposé cette mesure au ministre des Finances à l'époque pensait que ses recettes allaient augmenter en passant par le droit commun. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Quand on a appliqué ce régime, il y a eu des complications parce qu'on se retrouve avec des produits qui sont normalement exemptés de droits de douane, mais qui se retrouvent taxés parce que le droit de douane a été liquidé à l'entrée. Il fallait donc, on avait proposé un système de gros bacs que la douane même a eu du mal à faire appliquer. L'opération a commencé en 2012, mais la première fois que la douane a essayé de mettre en œuvre ce système de gros bacs, on était déjà en 2015. Donc ça n'a pratiquement pas marché. Les résultats n'ont pas été ce qu'on attendait. Et les recettes douanières, en 2011, la Sonara collectait 51 milliards de droits de douane. En 2012, on est passé à 23 milliards. En 2021, 23 milliards. Et en 2013, on est passé à 25 milliards. Donc, ça a été divisé par 2 pratiquement. Et puis là, ça fait donc un pan. À côté de cela, à côté du déclassement vers le régime de droit commun, il y a eu des mesures, les mesures les plus drastiques ont été les révisions successives du protocole d'établissement des prix sortis raffinerie. Le prix sorti raffinerie, comme je disais, c'est une sorte de prix de revient. C'est-à-dire en termes courants, en termes commerciaux courants, c'est le prix de revient d'un produit qu'une industrie fabrique. Donc on a révisé le protocole d'établissement en supprimant un certain nombre d'éléments constitutifs de prix de revient, notamment l'ajustement économique qui était comme une marge. Et ensuite, on a supprimé le dead freight, qui est un élément de coût, parce que quand vous louez un navire pour venir livrer des produits, vous supportez le coût du navire aller-retour. Donc le retour est considéré comme un dead freight. Et ça a été supprimé à tort. Ça fait donc que les recettes de la raffinerie ont été vraiment réduites aussi, contrairement à ce qu'on attendait. L'impact de toutes ces mesures, par exemple sur l'exercice 2012, ça a été de 27 milliards de recettes en moins ou de charges non compensées. Et le déficit de 2012 a été de 20 milliards 6. Donc cela veut dire que s'il n'y avait pas eu ces mesures-là en 2012, l'exercice aurait été bénéficiaire de 6 milliards 8. En 2014, l'impact de ces mesures a été d'à peu près 23 milliards. Le déficit, lui, a été de 54 milliards. Donc cela veut dire que même sans ces mesures, en 2014, la société aurait été déficitaire de 30 milliards. Donc là, on commence à voir clairement les problèmes de management qui se posent dans l'entreprise. Donc maintenant, on se rend donc compte qu'en voulant résoudre un problème de trésorerie, les mesures prises, non seulement elles ne résolvent pas ce problème de trésorerie, mais elles créent un problème de rentabilité, de viabilité de la Sonara. Donc en 2014, notamment, les capitaux propres qui étaient positifs de 101 milliards en 2011 sont devenus négatifs en 2014 de moins 5 milliards 5. Et il fallait donc, les commissaires aux comptes ont lancé l'alerte. Et par rapport à cette alerte, on a mis sur pied le premier plan de restructuration de la société. Donc,
On va peut-être parcourir ce plan-là dans un moment. Le temps de prendre le deuxième reportage de cette émission qui, par ailleurs, parle également de l'économie. Peut-être une bonne nouvelle. On a pu constater que dans la zone CEMAC, le Cameroun fait partie de ceux-là des pays qui, sur le plan des échanges commerciaux électroniques, est le leader d'ailleurs. Le Cameroun ne fait pas partie. Le Cameroun est le leader des échanges électroniques dans la sous-région CEMAC. C'est l'objet du reportage qui va suivre. The Bank of Central African States has recognized 30.1 million accounts of mobile payments in 2020. This number is contained in a recent BEAG report, which has seen 21% of a year-on-year annual report. In this economic locomotive of 6 African states, Cameroon on its own has 19.5 million accounts, which is 64.8% of it globally, making it a leader in the domain, according to Invest in Cameroon Today, 25th of October 2021 edition. On this calculative, Cameroon has practically tripled accounts to Congo and almost 10 times to the account of Gabon. Cameroon, Gabon, and Congo have a totality of 99% of electronic transactions in the CEMAC zones. The value of the transactions moved from 1,631 billion CFA in 2016 to more than 14,822 billion at the end of December 2020. Until the end of 2018, the business of issuing and managing electronic money could be carried out through partnership between commercial banks and mobile phone operators. The tables have, however, turned in 2019 as the regulations have allowed the emergence of a new independent bank of players. The central bank thus announces good prospects for money services presented as real catalysts for financial inclusion, the development of digitalization of payments, thereby developing African countries in a better way. Voilà, Dr Dikoumé, on a à l'instant parcouru donc les origines de la dette, comment elle a essayé d'être managée pour avoir de meilleurs résultats, mais on peut dire que ça n'a pas été une réussite puisque ça a nécessité une nouvelle restructuration. Mais je veux dire, avant peut-être de parler de cette restructuration-là, à qui peut-on attribuer la responsabilité de cet échec précédent? Des décisions managériales, des décisions au niveau politique, gouvernemental? Disons que les responsabilités sont partagées. D'accord. Parce que tel que je vous expliquais, je vous expliquais les origines de la dette. Il y a d'abord eu la gestion du manque à gagner qui est à l'origine du problème de trésorerie. Ensuite, il y a les problèmes de management interne qui, à côté de la révision du protocole d'établissement des prix sortis Sonara, aggrave les déficits de la Sonara et qui font donc à côté des factures fournisseurs de brut qui ne pouvaient pas déjà être payées, il s'ajoute les difficultés à honorer les échéances dans les échéances de remboursement des emprunts bancaires. Okay. Donc, ça fait donc que l'État a une part de responsabilité. Le management de la Sonara, il y a aussi quelque chose à y voir. Parlons donc de la restructuration qui, évidemment, a pour objet, je le présume, de réparer ces... Oui, donc, quand on fait donc en octobre 2015, donc on arrête le premier plan de restructuration pour faire face aussi à l'alerte déclenchée par les commissaires aux comptes, parce que la société avait déjà perdu. En général, l'alerte doit être lancée quand la société perd, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social. Là, les capitaux propres étaient entièrement rongés. Le capital social à l'époque était de 23,5 milliards. Et on se retrouve directement avec des capitaux propres négatifs de 5,5 milliards. Donc complètement au-delà des normes. On a donc lancé l'alerte et il y a eu ce plan de restructuration qui est arrivé en octobre 2015. Donc le plan, dès la loi de finances 2016, l'État a pris les premières mesures par rapport à ce plan. Notamment, il y a eu le retour au système de suspension des droits et taxes à l'entrée. Donc, on ne taxait plus le pétrole brut à l'entrée. Le pétrole brut rentrait en suspension des droits et taxes à la sortie. On revenait à taxer les produits qui étaient listés de manière exhaustive.
Donc ça, c'était déjà un premier pas. Il y a eu un certain nombre de mesures, d'autres points d'accompagnement, tels que l'application d'un abattement de 50% sur l'assiette de la taxe spéciale sur le revenu, en ce qui concerne les investissements liés au projet, de même que sur la compte d'impôt sur les sociétés. Et malheureusement, c'est un point relatif à l'amélioration de la trésorerie qui devait consister, donc, par exemple, à payer à temps les manques à gagner, ou alors à permettre que les titres que l'État avait obligé la société à accepter puissent être revendus en bourse. Donc certaines de ces mesures-là ont été réalisées partiellement avec un certain retard. Beaucoup d'autres mesures n'ont pas été réalisées, telles que la révision du protocole d'établissement des prix sortis Sonara. Or, c'était le nœud pour c'était le point vital pour la rentabilité et la viabilité de la société. Qu'est-ce qui l'a empêché? Bon, il y a beaucoup d'inconvénients. Parce que dans le secteur pétrolier aval, il y a beaucoup de gens qui pensent être des savants là-dessus, mais il faut avouer qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent beaucoup de choses. Ou alors, peut-être, à force de connaître des bribes de ceci ou de cela, on se les mélange dans la tête et on arrive à prendre des décisions qui ne sont pas toujours idoines. Notamment en ce qui concerne l'ajustement économique. Les gens ont pensé à tort que ça s'assimile à une subvention. Donc, parce que les gens ont pensé que ça s'assimile à une subvention et que les bailleurs de fonds estimaient qu'on subventionnait la raffinerie, que ce n'était pas bon, il fallait donc la supprimer. Or, il fallait simplement pouvoir expliquer que l'ajustement économique, c'est comme une marge industrielle qu'on applique. Parce que quand on fait l'analyse de la structure des prix en ce qui concerne les marketeurs, par exemple, la partie libéralisée de la structure, comme on appelle, celle qui revient aux marketeurs, il y a un équivalent de l'ajustement qui était de 25%, parfois 27%, alors que l'ajustement économique accordé à la Sonara était de 15%. Mais au niveau des marketeurs, personne ne redit rien. En ce qui concerne la raffinerie, on dit que non, c'est une subvention, il faut la supprimer. Donc, on a beau faire des simulations, parce que je me souviens qu'on avait mis en place un modèle. Le modèle était tel que quand vous touchez un seul paramètre dans le fonctionnement de la raffinerie, vous saviez tout de suite à quel niveau vous vous retrouvez en termes de résultats, en termes de capitaux propres et tout. Donc c'était un très bon modèle, mais je crois qu'à un moment, on l'a mis de côté. Donc, sur les résultats obtenus et non obtenus. Oui, donc sur ces résultats, donc là, je disais que l'État n'est pas revenu sur le protocole d'établissement des prix sorti Sonara. Ça, c'est un grand problème. En interne, il y a un certain nombre de mesures également que la Sonara aurait dû mettre en place, mais qu'elle n'a pas non plus mise en place. Et bizarrement, en 2017, on a fait un des points qui était partagé entre la Sonara et l'État, c'était la restructuration du capital. Il fallait faire une opération accordéon sur le capital. Ça a quand même été fait en 2017 à travers des dettes fiscales qu'il y avait à l'époque. Accordéon, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on augmente le capital, on recapitalise l'entreprise, on a augmenté par incorporation des créances fiscales de l'État. Et puis, il y a eu réduction de capital par absorption des pertes. Okay. Donc, le capital monte d'abord à un niveau très élevé et puis après redescend. Il était redescendu à peu près à 9 milliards. Ça permet à l'entreprise de respirer. Ça permet de respirer. Sauf que c'était l'objectif. Okay. Sauf que le montant avait été mal estimé à l'époque. Et l'opération a été réalisée, mais ça n'a pratiquement rien changé sur la structure financière. Ça a été fait en 2017. En 2017, on avait des capitaux propres négatifs. En 2018, et puis en 2017, il y a eu une nouvelle restructuration. La première n'était pas achevée. Je vous ai dit qu'il y a un certain nombre, parce que la première aurait dû s'achever en fin 2018. Donc en 2017, on n'a pas attendu qu'elle s'achève. On a fait une deuxième restructuration. Le plan de restructuration, ce plan-là, il faut avouer qu'il était moins bien élaboré que le premier. Et l'élément majeur qu'il comportait, c'était que dans le protocole d'établissement des prix sortis Sonara, on a supprimé définitivement l'ajustement économique. Parce qu'avant, il avait été question de réduire d'abord cet ajustement de 15% à 12% et ensuite de 12% à 10%. Mais là, dans le plan de restructuration de 2017, on a carrément supprimé l'ajustement économique, on a remplacé par une marge fixe.
en matière de gestion des industries, surtout des industries de raffinage, ça n'avait aucun sens de parler d'une marge fixe. Surtout que la marge fixe qui avait été proposée, personne ne pouvait vous expliquer comment on est arrivé à cette marge-là. On peut dire que c'était un montant qui a été arrêté au pif et qui ne venait donc pas résoudre les problèmes. Donc, et ce plan-là non plus n'a pas marché. Parce que dans la clôture des comptes de 2018, on s'est retrouvé avec un déficit de près de 80 milliards. Après toutes ces opérations-là, donc les capitaux propres ne faisaient que s'enfoncer de nouveau. Bon, dans ce déficit de 80 milliards, il y avait aussi beaucoup de saletés qui ont été ressorties de part et d'autre et qui ont été obligés. C'est-à-dire les manquements à la gestion. Les manquements à la gestion, oui. Qui se sont donc retrouvés dans ce résultat de moins 80 milliards. Donc ça fait donc que les commissaires aux comptes ont exigé à ce moment encore qu'il y ait un plan. Une nouvelle restructuration. Une nouvelle restructuration. Ce serait la troisième en moins de 4 ans. Oui. Donc on a fait on a commencé une nouvelle restructuration cette fois-là. La clôture des comptes 2018, il faut dire que ça intervient en 2019. Donc après l'incendie. Et là, à cette époque-là, j'assurais dans l'intérim parce que je m'étais retrouvé contraint de revenir à la direction financière. Donc là, on fait donc un plan de restructuration. On commence à faire un plan de restructuration qui devait intégrer la restructuration de la dette commerciale, la restructuration de la dette bancaire et même aussi voir le financement des opérations d'importation des produits que la société devait pouvoir mettre à la disposition des consommateurs. Donc le plan, ça c'était un projet qui devait être suivi parallèlement par un pôle bancaire. À l'époque, on avait retenu 2 banques pour piloter le projet. Bon, une n'était pas très chaude, elle devait continuer par une des 2 banques. La BGFI? Non, c'était encore UBA, parce qu'au départ, c'était Standard Chartered Bank et UBA. Mais la Standard Chartered Bank s'est rétractée et UBA a d'abord continué seul. Donc, mais pas disons que ce projet-là était un peu plus complet que celui l'actuel. Bon, il avait un risque quand même, le risque majeur, c'était de délocaliser la direction financière de la Sonara. Parce qu'à un certain moment, c'est UBA qui allait se retrouver comme véritable directeur financier de la Sonara. Et ce n'aurait pas toujours été que... Je sais à peu près le type de conséquences que ce genre d'opération peut avoir, parce qu'on l'avait déjà eu à l'époque avec certaines opérations d'assurance. Mais vous n'allez pas nous les cacher, ce type de conséquences? Non, disons que les responsabilités sont diluées. Quand ça se retrouve de cette façon, les responsabilités sont diluées. Donc, il peut y avoir un certain nombre de problèmes qu'il va être difficile d'imputer à tel ou tel. Chacun va dire que non, c'est moi, je faisais ceci, je ne faisais pas cela. Et là, quand c'est comme ça, quand l'affaire arrive au TCS, vous êtes tous impliqués. On ne veut plus savoir qui est responsable. Oui, donc ça fait que... Bon, et puis la toute dernière restructuration dont on va parler dans un moment, pour peut-être l'évaluer, l'apprécier et puis savoir exactement son impact, et éventuellement si la Sonara peut s'en sortir. Disons que ça découle, la toute dernière restructuration, c'est la suite de celle-là. Parce que celle-là, donc, les négociations ont commencé avec les différentes banques. Il y avait les banques et les marketeurs, parce que je crois qu'en début septembre 2019, déjà, on avait fait un premier regroupement des banques et des marketeurs. Je suggère peut-être qu'on prenne notre reportage et puis on revienne à ce moment-là pour comprendre l'évolution de cette dette-là. Parlons cette fois-ci de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous le savez, elle dure depuis 2016. Cette semaine, le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, à l'occasion d'une sortie à Yaoundé, notamment pour remettre les clés d'un bâtiment offert par le génie militaire à l'archevêché de Yaoundé, au niveau du collège de la retraite, Joseph Betty Assomo s'est dit mécontent, évidemment, de ceux-là qui s'en prennent aux forces de défense et de sécurité dans les zones en crise. Suivez plutôt. La crainte du gendarme semble manifestement cesser d'être le début de la sagesse. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, condamne avec la dernière énergie les actes de violence entre civils et policiers observés depuis quelque temps au Cameroun. Les hommes du génie militaire, comme leurs camarades des autres armées et de la gendarmerie ou de la police, se sont engagés à servir la patrie, partout et en toutes circonstances, au péril de leur vie s'il le faut. C'est pourquoi nous voulons condamner ici, haut et fort,
la pernicieuse tendance et la campagne d'incivilité, d'outrage, de défiance à l'endroit des hommes et femmes en tenue, campagne rampante qui se développe de jour en jour dans notre société. Des actes hideux selon le ministre de la Défense qui dénonce dans la foulée les mauvais propos tenus à l'endroit des forces de sécurité par certains Camerounais. Il est blâmable et déconcertant ce spectacle hideux des hommes en tenue, lapidés, voire dépecés comme des idées sauvages par des foules, des brigands et des terroristes sans foi ni loi. Sont également curieux et blâmables les propos et anathèmes déversés sur les forces de défense et de sécurité par certains de nos compatriotes. Parfois, Monseigneur nous le pardonne, par certains prélats en mal de populisme et de végétariat facile. Ces bravages de tous genres font le lit d'un délitement des fondements de la société. Les armées, la gendarmerie et la police comportent en leur sein la sécurité militaire et une direction de contrôle de service chargée de s'assurer du bon comportement des hommes en tenue. Le ministre de la Défense recommande alors aux usagers de saisir ces structures en cas d'abus sur le terrain afin que les auteurs soient sanctionnés. Voilà donc le coup de gueule du ministre de la Défense à l'égard de ces personnes, souvent des civils, qui s'en prennent aux forces de sécurité et de défense. Sauf si vous avez un commentaire, on va poursuivre notre fil conducteur, revenant évidemment sur le remboursement de la dette de la Sonara et puis cette opération menée par le ministre des Finances le 15 octobre dernier. On en était à comprendre donc l'arrivée des banques. Les premières, je crois qu'il y en avait 9 dans ce processus-là, avant peut-être d'en découler la suite. Oui, donc j'étais en train de vous dire qu'il y a eu la Sonara avait déjà organisé elle-même des rencontres avec les banques et les créditeurs parce qu'il fallait résoudre le problème dans l'ensemble. D'accord. Donc, malheureusement, ça a pris du temps et ce projet de restructuration de la dette de la Sonara, la dette globale de la Sonara, a été récupéré par un comité interministériel qui, lui, finalement, s'est penché plutôt en priorité sur le problème de la dette bancaire. Il faut reconnaître quand même que la dette bancaire est suffisamment importante parce qu'elle apparaissait déjà comme une épée de Damoclès sur l'économie du Cameroun. Ah, oui. Or, bon, là, en résolvant le problème de la dette bancaire, la Sonara elle-même ne peut pas reprendre la place primordiale qu'elle occupait dans l'économie camerounaise. Donc, il est souhaitable que la deuxième partie de la restructuration, qui est donc la restructuration de la dette commerciale, puisse suivre. Maintenant, quand on prend la restructuration de la dette bancaire, en général, dans ce genre de convention qui a été signée, chaque partie doit pouvoir aller traduire la convention dans les écritures. Il faut, généralement, au niveau de l'administration, on donne mandat à la direction générale du budget, la direction générale du Trésor, de la coopération financière et monétaire et la caisse autonome d'amortissement d'exécuter les traitements contenus dans la convention. Il faut dire qu'à ce niveau-ci, nous sommes un peu dans une comptabilité d'engagement, ce qui n'est pas très courant en comptabilité publique. Les banques, elles vont avoir plus de facilité pour traiter, chacune va traiter l'opération suivant la dette qui a été... Il s'agissait d'une dette à court terme ou une dette à moyen terme. Parce qu'il faut dire que certaines banques avaient des dettes à court terme, avaient des financements à court terme. Et d'autres avaient des financements non seulement à court terme, mais aussi à moyen terme. Donc, suivant le cas, les traitements seront différents, puisque la dette a été reprise par l'État. Maintenant, au niveau de la Sonara, ça pourra être un peu complexe, parce que la dette étant reprise par l'État, il y a le financement à court terme pour des banques, il y a le financement à moyen terme des banques qui sont des traitements différents. Et normalement, une des mesures qui avait été prise par l'État en début d'année, c'était d'insérer dans la nouvelle formule, dans la nouvelle structure des prix à l'importation, une ligne soutien à la Sonara de 47,88 francs. Et cette ligne-là, en réalité, c'est elle qui doit pouvoir permettre un certain nombre d'opérations. Quand on voit le montant de cette ligne,
47,88. En réalité, par rapport au calcul que j'avais fait à l'époque, l'ensemble de ces mesures correspond à peu près au gap qu'il fallait à la Sonara pour couvrir les divers éléments du protocole, non, pas du salaire, non, du protocole d'établissement des prix sortis raffinerie. Okay. Parce que je vous disais que c'est le prix de revient de la Sonara qui est déterminé par ce protocole. Or, en l'élaguant d'un certain nombre d'éléments, on faisait que la Sonara achetait par exemple à 100 et devait revendre à 80. Si vous achetez à 100, on vous demande de revendre à 80, forcément, vous ne pourrez pas vous en sortir. Donc, les 47-88 venaient à peu près combler ce gap. Sauf que la mise en œuvre pose donc un problème. Parce que là, ça revient sous forme de subvention d'exploitation avec le traitement qui a été envisagé. Et quand on va recevoir la subvention d'exploitation, ce sera facile à gérer, par exemple, pour pouvoir neutraliser les emprunts à court terme, les emprunts bancaires à court terme qui sont repris dans cette convention. Mais pour ceux à moyen terme, il va y avoir une petite complication dans les écritures à passer. D'accord, je dois ouvrir une brèche. Oui. En 2016, BGFI a gagné le marché du pilotage de la restructuration de la dette. Oui. Évidemment, c'est au lendemain de 2015, la première grande restructuration. Cette opération devait lui rapporter 2 milliards. 5 ans plus tard, quel est le résultat? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Disons que ce n'était pas vraiment une opération de restructuration de la dette Sonara en 2016, celle menée par la BGFI. Je crois que c'était beaucoup plus dans l'arrangement de l'eurobond du ministère des Finances à l'époque. Okay. Oui, donc la BGFI travaillait dans ce sens-là. Et l'eurobond qui a fait l'objet d'un swap récemment, puisqu'il il a été racheté et remplacé par un nouvel emprunt dont les conditions de financement étaient beaucoup plus abordables. Donc c'est plus dans ce sens-là que la BGFI a travaillé en 2016. Okay. Et une partie de cet eurobond seulement avait servi à la Sonara, pas la totalité. Je crois que c'était une opération de près de 400 milliards de francs CFA, si mes chiffres sont bons. Alors, revenons donc à la dernière restructuration, je veux dire, celle de cette année, hein, du 15 octobre dernier. Quels en sont les enjeux? Quels en sont les contours? Quels en sont les espoirs? Est-ce qu'au regard des précédentes restructurations, on ne court pas les mêmes risques? Évidemment, c'est le monde économique, on ne peut jamais être certain de quoi que ce soit, mais est-ce qu'on peut être rassuré sur l'opération qui est menée? Disons que, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, que avec dans les traitements, parce qu'il y a des traitements qui doivent être... Parce que tout ça, c'est beau qu'on signe les conventions, mais ça doit se traduire... Chaque élément de cette convention doit être traduit dans les comptes de chaque entité. Et dans les comptes de la Sonara, ce qu'on va voir apparaître, il y aura une disparition progressive de la dette bancaire. Enfin, il doit même y avoir une disparition systématique de la dette bancaire, puisqu'elle est reprise par l'État. Maintenant, il faudra trouver une contrepartie de l'État dans les comptes de la Sonara. Et là, la contrepartie interviendra progressivement avec le décaissement lié à la ligne soutien Sonara qui se trouve dans la structure des prix. Donc ça va prendre un certain temps. Les banques ont annoncé qu'il leur faudra à peu près 10 ans pour apurer leurs dettes. Cela veut dire que la subvention, c'est cette subvention qui va être décaissée pendant 10 ans. Or, dans les comptes à la Sonara, on va donc voir une entreprise industrielle qui est subventionnée ouvertement. Il faut reconnaître que depuis la création de la Sonara, elle n'avait jamais été subventionnée. Bien que les mauvaises interprétations de l'ajustement économique elle laissait croire qu'il y avait l'ajustement économique et une subvention voilée. Ça n'a jamais été subventionné. Par contre, à partir de maintenant, on se retrouve avec une entreprise ouvertement subventionnée. Et ça, sur le plan de l'analyse financière, de l'analyse des états financiers, ça a un impact qui n'est pas très favorable pour la Sonara. Parce que quand on voit, mais quel que soit le résultat que vous allez faire, on va dire oui, mais il y a une subvention d'exploitation. Et qui plus est, si vous êtes déficitaire, on va dire malgré la subvention d'exploitation, ils sont quand même déficitaires. Donc, officiellement, on risque de dire que c'est vraiment un gouffre. Okay. Alors que les vrais problèmes qui font que la situation déficitaire soit là ne sont pas encore tous résolus. Donc, actuellement, pour résoudre ces problèmes, pour que ce qui a commencé puisse perdurer, il faudrait déjà que la deuxième partie de la restructuration suive, c'est-à-dire qu'on restructure la dette commerciale. Parce que si on s'en tient là, avec la restructuration de la dette bancaire uniquement,
on peut être sûr que dans très peu de temps, on sera dans de nouveaux problèmes. Et donc, il faut que la restructuration... Et concrètement, que doit faire le gouvernement pour la suite de cette restructuration que vous préconisez? Exactement la même chose qui a été faite pour la dette bancaire. Il faut le faire pour les créditeurs. Tous les créditeurs certains ont des dettes qui remontent à 2013, comme je vous disais. Donc, pour d'autres, c'est 2014, 2015, 2018. Mais les plus vieilles sont de 2013, à cause d'une erreur de management, où on a décidé d'acheter par LC, non plus par Payment Undertaking. Et maintenant, à côté, une fois que cette restructuration de la dette commerciale sera faite, on ne doit pas non plus s'en tenir là, parce que si on s'en tient là, les problèmes vont encore recommencer. Okay. Il y a deux choses qu'il faudra encore faire. La première chose, c'est déjà de reconstruire les unités détruites. Parce qu'actuellement, ça fait depuis mai 2019 qu'il y a eu l'incendie. On pensait que la reconstruction allait suivre dans les 6 mois qui suivaient, mais ça fait déjà des années qui passent. On ne parle même pas de la restructuration. J'ai l'impression qu'au niveau de la reconstruction des unités, j'ai l'impression qu'au niveau du gouvernement, ceux qui doivent décider, ce n'est plus une priorité pour eux. Parce qu'il faut dire qu'actuellement, c'est le gouvernement qui est l'importateur principal des produits pétroliers. La Sonara et quelques autres marketeurs sont des importateurs secondaires. Donc, ils vont auprès des importations que le ministère a fait. Donc, c'est là qu'ils vont eux-mêmes s'approvisionner pour venir remettre sur le marché national. Et c'est une situation qui n'est pas encouragée. D'accord. On en reparle dans un moment, le temps de prendre ce reportage qui nous amène cette fois-ci à Kumba pour un an plus tard, voir ce qu'il en est de ce massacre. On s'en souvient au collège, dans un collège à Kumba, Francisca Modern College. C'était donc en octobre 2020. Suivez plutôt. 12 months down the line, the entire nation still stands in a bolt of the blue at the lives of 7 students of the Mother Francisca International School Fiango Kumba who were wasted by separatist fighters in the presence of their defenseless classmates. At exactly 11 a.m. on Saturday morning, the goric images of young Cameroonians mapping out a better educational future for themselves were all over social media. The barbaric massacre that immediately sparked national and international reactions grew as political, civil society personnel, and all strata of society severely condemned the gruesome homicide of students between 9 to 12, according to government official statements as per the Act. A peace walk was organized by the paramount chief of the Bafor in Kumba, Mfon Muketa IV Ekoko, to denounce the terrorist activities and violence against children. Saturday, 31st of October 2020, was declared a day of national mourning by the head of state in memory of victims of the 24th of October 2020. In an attempt to render justice amongst the 12 who faced judgment at the Boya Military Tribunal, the school's proprietor was found not guilty, while the court found 4 other persons guilty of terrorism, hostility to homeland, secession, insurrection, murder, and illegal possession of arms. Their condemnation, however, sparked international reactions as some hold the assertion that the victims of the massacre have the right to expect a real investigation as death sentence has been abolished in Cameroon. 24th of October sad event inspired Ilaria Allegrozi, senior researcher for Central African Human Rights, to say, an attack on a child is an attack on 3 generations. While waiting for the final verdict, Kumba still remains one of the affected cities of the southwest and northwest regions where thousands have died to the insecurity between defense forces and separatist fighters. Dikoum est l'invité de ce dimanche. Avec lui, on parle de cette opération menée par le gouvernement, le 15 octobre notamment, pour le remboursement de la dette de la Sonara. Alors, docteur, dès le 1er juin, donc au lendemain de l'incendie qui a frappé cette entreprise, la Sonara, on sait que l'entreprise a été mise sous protection judiciaire. L'accompagnement, évidemment, pour essayer de se remettre. Mais voilà qu'elle signe quand même une convention qui va durer 10 ans. Est-ce qu'un enfant sous assistance artificielle peut
je veux dire, s'en sortir dans ces conditions-là? Si je prends le cas, il y a des cas de malades qui sont sous assistance respiratoire depuis plusieurs années, qui continuent de vivre. Donc, si je m'inspire de cela, cela veut dire que même étant sous assistance, la Sonara pourrait bien s'en sortir, mais à condition qu'un certain nombre de mesures soient prises. Parce que pour le moment, la Sonara, ce n'est plus la Société nationale de raffinage. C'est la société de réimportation des produits importés par le gouvernement. Donc, il faudrait déjà qu'on reconstruise des unités et que la Sonara redevienne une société nationale de raffinage. Et une fois qu'elle sera redevenue une société nationale de raffinage, il faut mettre en place un protocole d'établissement des prix qui permette de couvrir son prix de revient. Parce que le gros problème jusqu'à présent est là. Parce que quel que soit ce qu'on peut faire là, c'est comme si vous avez une maladie qui produit un certain nombre d'effets visibles sur vous. Vous soignez les effets, mais vous ne traitez pas la maladie. Absolument. Donc il faut traiter la maladie. Le traitement s'arrête, c'est la maladie refait sur Oui, exactement. Par ailleurs, on sait quand même que la dette globale, là je parle sous votre contrôle, parce que c'est quelques recherches qui m'ont permis de... quelques, évidemment, questions, contributions. La dette globale est de 781 milliards. Oui. Là, on s'engage à rembourser, du moins on s'engage pour un remboursement sur 261 milliards. On a un reste de 520 milliards, notamment des aériens envers les traders internationaux. Comment on gère cela? Donc ça fait partie de... Bon, la dette des créditeurs, même elle est autour de 507 milliards. Peut-être avec les intérêts, parce qu'en réalité, les intérêts continuent de courir chaque année. Absolument. Donc avec les intérêts qui vont s'ajouter, effectivement, ça va monter à ce niveau-là. Mais il faut pouvoir restructurer cette dette le plus tôt possible. Malheureusement, le comité interministériel qui a récupéré le plan commencé par la Sonara a préféré mettre d'abord cet aspect-là de côté. Donc, c'est pour ça que je disais que si la restructuration s'arrête au niveau de la dette bancaire, ce ne sera qu'un palliatif qui va durer... Mais avec des lettres de crédit, comment on fait pour arriver à ce niveau de dette vis-à-vis des traders? Disons, il y a eu... Les lettres de crédit, elles-mêmes ont déjà créé un problème ont aggravé une situation de trésorerie le problème de trésorerie qui existait avec les manques à gagner. Parce que quand vous mettez la lettre de crédit, elle a un coût. Vous avez en moyenne 1,45% de la valeur de la cargaison qui constitue les frais de mise en place de lettres de crédit. Donc si vous avez une lettre de crédit qui fait 30 milliards, vous prenez 1,45% de ces 30 milliards, ça vous fait le coût de mise en place de la LC. Et à côté de cela, donc, normalement, quand on passe par paiement par lettre de crédit, en réalité, les primes sur achat devait diminuer puisque les créditeurs ont beaucoup plus de garanties pour se faire payer. Or, ce qu'on a constaté à un certain moment, c'est que les primes sur achat ne faisaient que gonfler. Donc, quand la prime gonfle, c'est le coût de la cargaison qui gonfle aussi. Et c'est le besoin de mobilisation de trésorerie qui s'accroît. Parce que si vous avez à mobiliser, par exemple, 10% pour la mise en 10% de 30 milliards pour la mise en place de la LC, ça vous fait à peu près 3 milliards. Si par le jeu des primes qui gonflent, vous vous retrouvez non plus à 30 milliards, mais peut-être à 33 milliards, ce n'est plus 3 milliards qu'il faut, mais c'est 3 milliards 300 millions qu'il va falloir. Donc, il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui font que les coûts, la dette ne faisait qu'augmenter. Et comme il y avait un certain nombre, je vous ai parlé du cas du résultat de 2018 par exemple, qui était de 80 milliards avec un certain nombre d'éléments non justifiés de près de 50 milliards. Donc, ces 50 milliards-là, si ça ne s'était pas retrouvé comme ça, à courir de gauche à droite, ça aurait servi dans la trésorerie, ça aurait permis de supporter un certain nombre de ces opérations d'approvisionnement. Donc, il y a des efforts à faire sur le plan de management. Et je crois que ça, on peut accorder du crédit au nouveau DG qui est là depuis 2019, parce qu'il y a un certain nombre d'efforts qui ont déjà été faits. Mais le problème, c'est qu'il y a eu un héritage qui est tel qu'il n'est pas facile de pouvoir le gérer. L'héritage, ce n'est pas tous les héritages qui sont positifs. Il y a des héritages négatifs dont parfois on a même besoin de... On a besoin de accepter l'héritage. Oui. À ce moment-là, je rappelle, nous sommes légèrement trompés sur son nom tout à l'heure au niveau du syndicat, que le directeur général actuel, c'est bien Jean-Paul Simo Dionou. Pour continuer,
A-t-on des chances de conclure des négociations donc, avec ces traders sur les 507 milliards dont on parle avec des intérêts? Si je m'en tiens à l'expérience passée, il y a effectivement des chances. Que faut-il faire? Non, bon là je crois qu'il n'y a pas de leçon à donner à ce niveau-là. Disons, la Sonara elle-même sait déjà ce qu'il faut faire, puisque les discussions avaient commencé. Maintenant, il faut voir, ça a un coût. Je crois que tout va tourner autour du coût de cette restructuration, parce qu'une restructuration est gratuite, ça a un coût. Et peut-être que c'est ça qui va freiner un peu. Et puis le timing. Je ne sais pas si les créditeurs vont accepter que leurs dettes, dont certains remontent déjà à 2013, puissent encore traîner sur 10 ans. D'accord. Alors, au départ, la capacité de production initiale de l'entreprise était de 2 100 000 tonnes environ, par là, pour un effectif standard de 250 employés, environ. Non, beaucoup plus. Sensiblement combien? Disons qu'à un certain moment, il y avait à peu près... On parle du départ. Hein? Ah, au départ. Oui, au départ. Non, au départ, ce n'était même pas 2 100 000, c'était environ 1 200 000 d'abord. Au départ, après on est passé à 1 400 000 de capacité. Et puis, je crois que c'était dans les années 2001, il y a eu le projet stratégique qui a fait passer donc de 1 400 000 à 1 800 000 tonnes. D'accord. Alors, au moment donc avant l'incendie, la Sonara avait donc déjà environ 700 employés. Aujourd'hui, on peut imaginer qu'ils sont combien environ? Du moins, jusqu'au moment où vous étiez... voilà. Je préfère ne pas m'avancer sur... En fait, la question était de savoir si l'effectif en lui-même n'a-t-il pas contribué à augmenter les charges incompressibles de l'entreprise? Non, je dirais que les frais de personnel sont... Pour moi, si j'étais DG de la société, les frais de personnel sont le dernier poste que je regarderais. Les déperditions financières, c'est ailleurs. Ce n'est pas vraiment... Les frais de personnel, quand vous allez les voir, ils sont de moins de 2% du chiffre d'affaires. Or, les frais de personnel, on pourrait bien les envisager à plus... 3,5% du chiffre d'affaires. Ce qui est un peu déplorable, c'est qu'au moment où l'entreprise était prospère, dans les années 2009, 2010, 2011, il n'y a pas eu d'augmentation de frais de personnel. Quand on décide d'augmenter les frais de personnel en 2013, 2014, l'entreprise a déjà beaucoup de difficultés. Même pas qu'elle commence, elle est déjà dans les difficultés, puisque les résultats déficitaires s'enchaînent. Donc, normalement, ce n'était pas à ce moment-là qu'il fallait décider d'augmenter les salaires. Et puis, il faut dire que l'augmentation des frais de personnel, c'est d'abord fait de manière uniforme et puis après, c'était au cas par cas. Donc, il y a une augmentation générale pour tout le monde et puis après, on se rendait compte que, mais tiens, tel autre, lui, il n'est plus dans l'augmentation. Si l'augmentation générale était, par exemple, de 100 000 francs, ce n'est plus 100 000. Lui, il est peut-être à 300 000 ou 400 000. D'accord, vous l'avez certainement vécu comme les habitants de Douala et de Yaoundé, cette grève des employés de Isacam, l'entreprise évidemment chargée d'entretenir et de rendre les rues des villes du Cameroun assez belles. La grève, heureusement, a connu un dénouement, du moins c'est ce qu'on peut observer ces dernières 24-48 heures avec des camions Isacam qui parcourent à nouveau les villes. Ces villes, ces rues, étaient de véritables dépotoirs depuis donc une dizaine de jours. Je vous suggère de revenir sur les causes de cette grève dans ce reportage vécu par notre rédaction. « 3 mois d'impayés, 10 ans sans assurance, sans sécurité sociale et sans soins médicaux. » C'était les récriminations hier des employés de la société Isacam en grève sur le site d'un Kolfoulo à Yaoundé. 26 octobre, les employés de la même société ont pris le relais à Douala. Ce matin, à la direction générale de l'entreprise, près du terminus Saint-Michel, dans le 3e arrondissement de la ville, on pouvait apercevoir des camions de la structure stationnés à l'entrée du siège. Les employés en colère ont en effet empêché la sortie de tous ces camions. Vêtus de leur tenue de travail, ils ont massivement répondu présents à ce mouvement d'humeur, mais dans un calme total. Sur les raisons de cet arrêt de travail, personne ne prendra le risque de le dire à visage découvert. Selon cet ancien employé d'Isacam arrivé sur le site de la grève pour soutenir ses camarades d'hier, le refus de s'exprimer face à la caméra est surtout motivé par la peur. Ils ont peur. Ils ont peur, pourquoi? Parce que quand
Ils décident même de gréver. Il y a des traîtres qui ont des téléphones qui enregistrent. Ils partent là-bas parce qu'ils veulent des postes. J'ai fait cette entrée. J'ai travaillé ici pendant 15 ans et 7 mois. De 2002 à 2017. Donc, je sais comment ça se passe là. Même les délégués là, même s'ils ne sont pas d'accord, ils ne peuvent rien faire parce que quand ils montent chez le directeur, on les intimide. Hors caméra justement, ils nous diront être à plusieurs mois de travail sans salaire. 3 mois déjà. La situation de ces gars me cœur. Parce que moi-même je suis passé par là. S'ils ont grévé, c'est le ras-le-bol. C'est le ras-le-bol. Ils vivent le machi là-dedans. Mais ils n'osent parler, ils ne peuvent pas parler, ils vivent le machi. Je peux vous assurer ça. Hein? Si vous leur tendez le micro, là, ils vont fuir. Parce que si moi j'étais encore employé là, je saurais que comme je parle là, je ne parle même plus là-bas. Mon nom va sortir, on va me licencier. On va te piéger, tu vas tomber. Si on s'en tient toujours aux propos de celui qui, sans décliner son identité, affirme être un ancien d'Isakam, reconnu d'ailleurs par certains grévistes, la récurrence des retards de salaire ne serait pas le seul problème de la structure. Le traitement des employés et la façon de les licencier seraient en effet d'autres tares de l'entreprise. J'ai été licencié abusivement, c'est parce que ici chez eux, toutes les fautes sont lourdes. Il n'y a pas une faute. On n'a jamais licencié quelqu'un ici, on a payé ses droits. Je ne suis pas sûr. Et ils ne peuvent pas vous montrer les documents de quelqu'un à qui ils ont payé les droits. Tout le monde qui licencie passe par l'inspection du travail parce qu'il y a des plaintes. Même sur 5 minutes de retard, on va te dire faute lourde. Toutes les fautes sont lourdes chez eux. C'est la pire des sociétés que j'ai vues dans ma vie. Bon, je suis entré à Zakam en 2017. Bon, il avait constaté que depuis que je suis entré à Zakam, vraiment toute ma vie était vraiment en envers. Bon, bref, moi, une paire de 4 enfants, je ne sais pas comment je peux vivre avec ce genre d'entreprise. Parce que pour le moment, nous tombons à 3 mois de salaire. 3 mois d'ailleurs plutôt, vraiment. Ça, c'est vraiment une entreprise que même moi-même, je ne comprends pas. Oui, exactement, c'est vraiment une entreprise que même moi, je suis déçu. Tous mes enfants sont là, à la maison. Vraiment, personne n'est pas à l'école. Ça, c'est vraiment décourageant. Jusqu'à notre départ de la direction générale d'Isakam, ces employés n'avaient encore été approchés par aucun responsable pour une conciliation. À Yaoundé, cependant, une déclaration du directeur général de l'entreprise a admis la veille que les travailleurs avaient le droit de protester, mais que la situation était en passe de s'arranger. On rappelle, ce n'est pas la première fois que le personnel d'Isakam décide de faire grève pour non-paiement de salaire. En 2019, le personnel de l'agence Isakam de Yaoundé, réclamant le salaire du mois d'août, entrait en grève. Décembre 2020, à l'initiative du syndicat interrégional des travailleurs d'assainissement, propriété et activités connexes du Cameroun, les employés se plaignant du non-respect à répétition du calendrier défini par la direction de l'entreprise pour le paiement des salaires des mois d'octobre et novembre 2020 menaçaient d'arrêter le travail. Et le 30 juillet 2021, des voix s'étaient encore fait entendre à Isakam. Selon la team managériale, la récurrence de cette situation est due aux difficultés de paiement des prestations de l'entreprise. Sur le banc des accusés, le gouvernement du Cameroun, qui doit beaucoup d'argent à Isakam. Notons que cet autre mouvement d'humeur des travailleurs arrive au moment où le Cameroun se prépare à accueillir la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, avec Isakam qui a récemment présenté ses nouveaux camions à la presse, 100 engins achetés spécialement pour l'occasion. Mais comme pour annoncer ce à quoi les habitants de la ville de Douala feront face si les problèmes de ces employés ne sont pas résolus, plusieurs quartiers et carrefours de la ville commencent déjà à respirer un air d'insalubrité, à même pas un jour de grève de ces employés d'Isakam. Notons donc que vendredi dernier, nous l'avons appris, le gouvernement camerounais a dû débloquer 7 milliards sur les 10
qu'il doit à cette entreprise Isacam. Et du coup, c'est un ouf de soulagement. Les villes commencent à nouveau à respirer un air de propreté. On peut le voir à travers les différentes rues de Douala et de Yaoundé. Les camions d'Isacam et leur personnel sont à nouveau à l'œuvre. Peut-être un petit commentaire là-dessus. Oui, en fait, pour moi, c'est un jeu qui revient très souvent. Je pense pour ma part que Isacam est déjà dépassé pour gérer tout seul l'enlèvement des ordures au Cameroun. C'est une activité qu'on devrait confier au CRO. C'est-à-dire que si on veut centraliser, il faut ouvrir la concurrence. Ce n'est pas au niveau national. C'est-à-dire si on prend un enclos un peu plus grand, on dirait la région. Mais ça ne devrait plus être géré au niveau national. À la limite, chaque région ou chaque mairie de ville devait pouvoir gérer l'enlèvement de ces ordures. Parce que en réalité, ce sont les maires qui doivent répondre de la propriété de la ville. Ce n'est pas le gouvernement central. D'accord. Alors, docteur Albert Léonard Dikome, encore peut-être une ou deux ou trois questions avant de terminer. On sait par exemple que, de regretter mémoire, Bernard Eding est un spécialiste des questions de pétrole. Oui. Charles Metouk, lui-même chimiste, spécialiste de ces questions. Est-ce que l'une des problématiques de la Sonara, comme le disent certains observateurs, n'est-elle pas qu'effectivement, il faut un spécialiste de ces questions-là pour conduire? C'est vrai que Jean-Paul Simodinou n'a peut-être pas eu le temps de véritablement montrer toute son expertise, d'autant plus qu'il a eu cet incident malheureux, qui n'a peut-être pas permis, qui ne lui a pas permis de dérouler sa feuille de route. Est-ce qu'une entreprise comme celle-là n'a pas véritablement besoin de quelqu'un du secteur pour mieux appréhender les problématiques et certainement lui faire avoir un essor meilleur? Disons, c'est vrai que feu M. Bernard Eding était un spécialiste du pétrole. En fait, c'était le manager parfait à la Sonara. Un bon politicien, un bon technicien. Donc, il savait allier la technique et la politique. D'accord. Donc, et il savait manager les hommes. Okay. Quand M. Metouk arrive, lui, il est chimiste. Il s'adapte à l'industrie parce que c'est une industrie. Quand on a l'habitude des industries, on s'adapte facilement à l'industrie aussi. Donc il arrive en tant qu'ingénieur chimiste, il essaye de se mettre rapidement dans le bain, mais il a un problème de gestion des hommes et très mauvais politique. Donc concrètement à feu M. Bernard Eding, ça fait que pendant qu'il réalisait de très bons résultats, on préférait dire en haut lieu qu'il gère très mal. Okay. Bon, quand on dit qu'il gère très mal, imaginez un peu pourquoi il gère mal. Parce que absolument, il ne contente pas forcément tout le monde. Et puis, ça reste dans l'entreprise. Ça ne sort pas pour se retrouver dans... En d'autres termes, le circuit n'est pas mouillé. Le circuit n'est pas mouillé. Pour parler comme au Cameroun. Oui. Donc, avec lui, on a passé le temps à dire que c'est un très mauvais gestionnaire. C'est vrai qu'il avait un problème pour gérer les hommes. Ça, on ne peut pas le nier. Mais l'entreprise avait de très bons résultats. Absolument. Donc, après, il y a le M. Talbot qui arrive. Lui, c'est uniquement la politique. Absolument. Donc, ce n'est pas vraiment la gestion de l'entreprise qui importe. Et on a vu comment les résultats ont suivi à un certain moment. Les résultats c'est passé en chute libre. Absolument. Donc, M. Simo est arrivé. Bon, comme vous dites, il n'a pas eu le temps de montrer ses preuves. Parce qu'il faut dire que dans ce système de management-là, c'est l'implication personnelle qui est la plus importante. Absolument. Si vous vous impliquez, vous saurez, moi je ne suis pas ingénieur au départ, je ne suis pas industriel, mais quand j'arrive dans une industrie, j'oublie la comptabilité, j'oublie la fiscalité, j'essaye de comprendre le processus industriel. La couleur de l'environnement. Donc, en un certain moment, quand je vous parle de pétrole ou de raffinage, si je ne vous dis pas que je travaille plutôt la gestion financière, vous allez penser que je travaille dans les ateliers. Absolument. Simplement parce qu'il faut se mettre dans le bain. Absolument. Donc, lui n'a pas eu l'occasion de le faire passer. À peine arrivé, on était dans les problèmes. Et là, il est obligé de gérer. Pour le moment, j'ai une entreprise commerciale. Absolument. Donc, on va prendre la dernière question dans un moment. Le temps peut-être de voir également le dernier reportage de ce soir. On va parler de football. Il s'agit de la Fédération camerounaise de foot, du moins celle qui organise le processus électoral en ce moment, qui démarre d'ailleurs demain, lundi 1er novembre. À cette occasion, une conférence de presse s'est déroulée à Yaoundé par la commission chargée d'organiser ce processus électoral-là. Et nos reporters nous ont rapporté ces quelques éléments. Les élections dans les différentes ligues départementales de football du Cameroun se sont déroulées le 24 septembre dernier, sauf dans le nord-ouest, de manière libre, transparente et apaisée. C'est le bilan que fait la commission électorale de la Fédération camerounaise de football du processus électoral en cours.
Elles se sont déroulées dans toutes les ligues départementales, à l'exception de celle du Nord-Ouest, parce qu'aucune d'elles n'a pu organiser de championnat pour la saison en cours, en raison de la crise sécuritaire dans cette région. Et au sein des ligues départementales du Lom et Djerem, la Bumba Ngoko et le Rognon à l'est, dans la vallée du Ntem dans le sud, dans le coupé Manengouba, le Lébialem et le Ndian. Parce que pour une raison ou pour une autre, les championnats n'ont pas eu lieu dans ces départements. Ces élections ont eu lieu dans la concurrence, de manière libre, transparente et apaisée, dans toutes ces ligues qui se sont ainsi dotées des exécutifs légitimes. Au final, elles sont 43 à avoir désigné leur exécutif et leur délégué pour l'Assemblée régionale du 1er novembre 2021. Aucun recours n'a été enregistré contre ce processus. Après les départementales, les élections sur le plan régional sont prévues le lundi dans les chefs-lieux des 10 régions du pays. Une étape que la commission électorale compte conduire dans la transparence, dit-elle. Elle appelle à cet effet les différents acteurs au calme. Nous sommes fin prêts pour cette échéance. Sur le plan matériel, tout a été apprêté et les différentes commissions régionales ont commencé à se déployer sur le terrain. La commission électorale entend mener également cette étape comme celle du départemental, dans la totale transparence, dans le calme, la sérénité. Nous appelons les acteurs à la retenue, à la pondération, au respect des principes de la démocratie. En tout cas, la commission électorale fera tout le nécessaire pour que le processus se tienne une fois de plus dans le strict respect des textes, dans l'équité et la transparence. La commission électorale de la FECAFOOT était face à la presse à Yaoundé le vendredi 29 octobre. Objectif, faire le bilan à mi-parcours du processus électoral lancé le 17 août 2021. Docteur Albert Léonard Dikoumé, pour terminer donc sur la restructuration, là je vais vous demander un avis peut-être d'expert, peut-être personnel aussi. Oui. Êtes-vous serein? Êtes-vous confiant? Je veux dire que l'opération lancée le 15 octobre peut-elle avoir les résultats escomptés? En fait, j'ai même déjà en réalité répondu à cette question. Ça peut avoir les résultats escomptés avec quelques conditions. Okay. Qu'on ne s'arrête pas là. Parce qu'on a restructuré à peu près 1/3 de la dette. Il reste 2/3 à restructurer. Okay. Ensuite, après avoir restructuré ces 2/3, il faut reconstruire la raffinerie. Avant, on avait un coût de reconstruction de la raffinerie qui était déjà connu. Mais avec tout le temps qu'on est en train de passer, il y aura le coût de redémarrage qui va s'ajouter au coût de restructuration parce que les unités non détruites, bien qu'elles soient soumises à un programme de conservation, vont avoir certains coûts pour qu'on les remette en activité. Okay. Et après cela, comme dernier point, il faudra revoir le protocole d'établissement des prix sortis raffinerie pour que le prix sorti raffinerie couvre les charges réelles de la Sonara. On est tenu par le temps. J'aurais également voulu vous demander, mais malgré tous ces miracles, pourquoi le prix n'augmente pas à la pompe? En un mot, c'est possible de répondre? Oui, en fait, le prix n'augmente pas à la pompe parce que l'État soutient, et ça c'est depuis 2000 que l'État soutient le prix à la pompe. Merci. Merci infiniment, docteur Albert Léonard Dikoumé. On aurait pu poursuivre cet échange pour mieux davantage comprendre cette problématique. Mais vraiment, merci d'être venu ce soir à expliquer cela à nos téléspectateurs. Bon retour et bon dimanche. Merci également de m'avoir permis d'apporter ces quelques éclairages. C'est vraiment dommage, le temps passe très vite. On n'a pas pu aborder tous les aspects. On aura certainement d'autres occasions. Merci à vous également à la maison d'être resté regarder cette autre édition de Face à l'actu. Demain, c'est lundi d'avance. Je vous souhaite une excellente semaine. Bonsoir.